Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les familles des militaires enlevés annoncent une escalade à tous les niveaux au lendemain de l'exécution de Ali Bazal par le Front al-Nosra. L'organisation de l'État islamique menace d'exécuter l'adjudant Ebrahim Emrayet. Tamam Salam préside une réunion sécuritaire de haut niveau au Grand Sérail, alors que 26 soldats et agents des FSI sont toujours retenus par les djihadistes à Hetzel. 2 otages étrangers tués par Al-Qaïda au Yémen alors qu'on tentait de les libérer. L'Américain Luke Summers et le Sud-Africain Pierre Korki sont morts lors d'une opération militaire américano-yéménite. Et à suivre également dans ce journal, l'armée pakistanaise affirme avoir tué un haut responsable d'Al-Qaïda près de la frontière afghane. L'homme était recherché par les États-Unis pour avoir planifié un attentat contre le métro new-yorkais. Une escalade à tous les niveaux. Voilà la menace des proches des militaires enlevés au lendemain de l'assassinat de Ali Bazal par les djihadistes du Front al-Nosra. Sa mort porte à 4 le nombre de militaires exécutés par les djihadistes. La tension ne cesse de monter depuis l'annonce de la mort de l'agent des FSI. La réaction des familles ne s'est pas fait attendre. Elles ont bloqué la route de Saïfi à l'entrée nord de Beyrouth, ainsi que le tunnel qui relie le centre-ville au port. Elles appellent le gouvernement à accorder davantage de prérogatives aux responsables du dossier, notamment le directeur de la Sûreté Générale, le général Abbas Ebrahim. Les familles se disent déterminées à maintenir leur sit-in jusqu'au règlement du dossier et tiennent le gouvernement pour responsable de la mort de Ali Bazal. À Bazaliye, le village natal de Ali Bazal dans la Bekaa, les habitants ont érigé des barrages. De jeunes gens armés, en colère, ont effectué des contrôles d'identité sur les routes du village. Les familles des militaires ont également laissé éclater leur colère à l'encontre du cheikh Mustafa Hojairi, qui avait joué un certain temps les médiateurs dans ce dossier. Elles réclament désormais son arrestation pour ses affinités avec les ravisseurs. Les proches d'Ali Bazal demandent par ailleurs l'exécution des 2 islamistes, Omar El Atrache et Jouman Ahmayed. Et pour accabler encore plus les familles et mettre la pression sur le gouvernement libanais, le groupe de l'État islamique qui détient une partie des militaires otages menace d'assassiner l'adjudant Ebrahim Emrayet. Ses proches ont bloqué l'autoroute de Kalamoun dans le nord du pays, dans une ultime tentative d'épargner aux soldats le même sort que Ali Bazal. La situation pourrait s'aggraver encore. Le Front al-Nosra a menacé de ne pas se limiter à l'assassinat de l'agent des FSI. Il réclame la libération des 2 femmes arrêtées il y a une dizaine de jours par les autorités libanaises, Sajjad Delaimi et Rol al-Hokaili. La première est l'ex-femme d'Abou Bakr el-Bardadi, le chef de Daesh. La seconde est l'épouse d'Anas Sharkas, un commandant djihadiste syrien connu sous le nom d'Abou Ali Ashishani. Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur a indiqué que ces 2 femmes serviront à un éventuel échange contre les militaires enlevés. Selon Nohad El-Machnouk, elles font désormais partie du processus de négociation. Il a d'ailleurs exprimé sa colère contre les médias qui ont révélé l'arrestation de Sajjad Delaimi et Rol al-Hokaili. S'il a reconnu l'échec que représente l'exécution de Ali Bazal, Machnouk a estimé que la fuite des noms des détenus a considérablement porté préjudice et compliqué le dossier des otages. L'armée libanaise a bombardé à l'artillerie lourde les positions d'éléments armés dans la région de Hetzel dans la Bekaa. Des avions de reconnaissance ont lancé des missiles air-sol contre les positions, faisant plusieurs victimes dans les rangs des djihadistes. Toujours dans la Bekaa, un soldat de l'armée libanaise a été blessé à Baalbek. Il a été touché par balle par des assaillants non identifiés. Il est actuellement traité dans un hôpital de la région. Et puis le Premier ministre Tamam Salam préside en ce moment même une réunion sécuritaire au Grand Sérail en présence des ministres concernés, ainsi que des responsables des différents services de sécurité. L'exécution de Ali Bazal et le dossier des militaires enlevés est évidemment au cœur de cette réunion d'urgence. 26 soldats et membres des forces de sécurité intérieure sont retenus en otage par les groupes djihadistes dans la région de Hetzel. Nouvelle avancée de l'organisation de l'État islamique qui s'est emparée à l'aube d'une partie de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor. Il est considéré comme la seule voie de ravitaillement alimentaire de l'armée syrienne dans l'est de la Syrie. Il est également très important car c'est depuis cet aéroport que les avions et les hélicoptères du régime décollent pour des raids contre les positions djihadistes et les régions contrôlées par les rebelles. L'offensive de Daesh contre l'aéroport a commencé mercredi dernier et a fait plus de 120 morts des 2 côtés, 70 djihadistes de l'EI et une cinquantaine de membres des forces gouvernementales et des milices alliées.
L'armée iranienne a bien frappé les djihadistes de l'État islamique en Irak le week-end dernier sans coordination avec Washington. C'est ce qu'a confirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères au quotidien britannique The Guardian. Téhéran avait jusqu'à présent refusé de confirmer ces informations, des informations du Pentagone sur ses frappes aériennes en Irak. Les raids des chasseurs iraniens ont eu lieu dans la province orientale de Diyala, dans une zone où les États-Unis n'opèrent pas. Il s'agit de la première opération de combat des F-4 iraniens contre Daesh. Dans un instant, nous ferons le point sur le typhon Agupit qui a touché ce samedi les côtes des Philippines. Retour sur le plateau de l'info du 1640. L'otage américain au Yémen, Luke Summers, a été tué. Ce photojournaliste avait été enlevé il y a plus d'un an à Sanaa par Aqba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il est mort à la suite d'une nouvelle tentative pour le libérer. Un autre otage, Pierre Korki, un enseignant sud-africain retenu depuis mai 2013, a lui aussi été tué. L'opération a été menée ce matin conjointement par les États-Unis et le Yémen dans la province de Chabwa. Luke Summers aurait été dans un premier temps blessé avant de succomber lors de son évacuation par les forces spéciales. Dans une vidéo mise en ligne jeudi dernier, Aqba menaçait de le tuer. 10 jours plus tôt, Washington avait déjà tenté une opération pour le libérer. 8 autres otages avaient alors été secourus, mais pas Luke Summers. Ce dernier avait été transféré dans une autre cache juste avant le raid. Au Pakistan, l'armée affirme avoir tué un haut responsable d'Al-Qaïda. Son nom, Adnan Shokri Juma. D'origine saoudienne, il était considéré comme le chef des opérations extérieures de l'organisation. Il figurait sur la liste américaine des terroristes les plus recherchés, notamment pour un projet d'attentat dans le métro de New York en 2009. Il a été abattu lors d'une opération dans le Waziristan du Sud, un bastion des talibans tout près de la frontière avec l'Afghanistan. Lors de ce raid, 2 autres insurgés ont été tués, ainsi qu'un soldat de l'armée pakistanaise. Et l'annonce de sa mort intervient alors que le secrétaire américain à la Défense a atterri à Kaboul pour une dernière visite avant le retrait des troupes de combat de l'OTAN et son départ du Pentagone. Chuck Hagel s'est dit optimiste pour l'avenir de l'Afghanistan. Il a annoncé que 1000 soldats américains supplémentaires resteront dans le pays l'année prochaine pour compenser un déficit temporaire dans les forces de l'OTAN. Après 13 ans de présence militaire américaine et internationale, c'est la fin du plus long conflit de l'histoire des États-Unis. La fin des missions de combat en Afghanistan, c'est justement l'un des dossiers que récupère Ashton Carter, le nouveau secrétaire américain à la Défense. À 60 ans, il démarre son mandat avec un énorme avantage. Il est à la fois respecté par les civils et par les militaires, les démocrates et les républicains. Un homme très apprécié par Barack Obama, avec des états de service de plus de 30 ans en tant que fonctionnaire, conseiller et chercheur. Le nouveau chef du Pentagone est considéré comme l'un des meilleurs experts de la sécurité nationale américaine. Sa nomination doit encore être confirmée par le Sénat. Chuck Hagel a jeté l'éponge fin novembre. L'unique républicain de l'administration Obama s'opposait à la stratégie à suivre face à l'organisation de l'État islamique. Le Royaume-Uni annonce l'ouverture d'une nouvelle base à Bahreïn. Il s'agit de la première installation militaire britannique permanente au Moyen-Orient depuis 1971. Un accord qui vise à renforcer la coopération dans la lutte contre les menaces sécuritaires présentes dans la région. Il a été signé dans la capitale du Bahreïn en marge de la 10e édition du dialogue de Manama, organisé par l'Institut international d'études stratégiques. Objectif, donner à la Royal Navy une base opérationnelle avancée pour lui permettre de stocker des équipements et d'héberger du personnel. La construction de cette base coûtera près de 25 millions de dollars à Londres. François Hollande effectue une escale inattendue à Moscou avant de regagner Paris. Le président français rencontre son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter de la crise ukrainienne. Une rencontre bilatérale organisée à la demande de l'Elysée au lendemain de l'appel de François Hollande à une désescalade dans le conflit ukrainien. Le dernier tête-à-tête entre les deux chefs d'État remonte au 15 novembre en marge du sommet du G20 de Brisbane en Australie. Le typhon Agupit a touché les Philippines. D'après les services météo, il a un peu baissé en intensité. Il devrait néanmoins apporter des vents à plus de 200 km/h et surtout des pluies torrentielles. Il a frappé l'archipel au niveau des îles centrales, puis devrait remonter en direction de la capitale Manille. Les autorités estiment que la moitié de la population des Philippines, soit 50 millions de personnes, risque d'être affectée plus ou moins directement par Agupit. Par précaution, dans les zones côtières, celles qui sont toujours les plus impactées, des stocks d'aide de première urgence ont été prépositionnés et des milliers de personnes évacuées vers des abris en dur.
Beaucoup ici gardent en mémoire les ravages faits par le super typhon Haiyan. C'était il y a un peu plus d'un an. Ce cyclone avait fait plus de 7000 morts et des dégâts considérables. La colère ne retombe pas aux États-Unis. Pour la troisième nuit consécutive, des manifestations se sont tenues dans plusieurs grandes villes pour dénoncer les bavures policières et leur impunité. Cette mobilisation a débuté après un non-lieu accordé aux policiers blancs impliqués dans la mort d'Eric Garner, un père de famille noir tué cet été à Staten Island. Auparavant, l'affaire Michael Brown à Ferguson avait déjà mis le feu aux poudres. Ces derniers mois, les dérapages de ce type se sont multipliés, attisant les tensions raciales et sociales. Par ailleurs, la justice a annoncé la convocation d'un nouveau grand jury dans une nouvelle affaire. Akai Gurley, un noir de 28 ans, a été abattu par un policier blanc le 20 novembre dernier dans une cage d'escalier de Brooklyn. Le chef des forces de l'ordre new-yorkaises a reconnu qu'il a été victime d'un coup de feu accidentel. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les familles des militaires enlevés annoncent une escalade à tous les niveaux au lendemain de l'exécution de Ali Bazal par le Front al-Nosra. L'organisation de l'État islamique menace d'exécuter l'adjudant Ebrahim Reit. Tamam Salam préside une réunion sécuritaire de haut niveau au Grand Sérail alors que 26 soldats et agents des FSI sont toujours retenus par les djihadistes à Afsel. 2 otages étrangers tués par Al-Qaïda au Yémen alors qu'on tentait de les libérer. L'Américain Luke Summers et le Sud-Africain Pierre Korky sont morts lors d'une opération militaire américano-yéménite. Et puis l'armée pakistanaise affirme avoir tué un haut responsable d'Al-Qaïda près de la frontière afghane. L'homme était recherché par les États-Unis pour avoir planifié un attentat contre le métro new-yorkais. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.